La sécurité dans les établissements scolaires continue de préoccuper dans un contexte où les cas de violence dans ce milieu deviennent fréquents. Ce jeudi, intéressons-nous aux infrastructures supposées garantir la sécurité. Les barrières de certains établissements ne sont que des murs de béton qui n'offrent qu'une protection de façade. Yvonne Katinken, Stéphane Binac et Thierry Nana ont visité 4 lycées de la ville de Douala. Lorsque vous arrivez au lycée bilingue de Daïdo, l'entrée principale est une véritable forteresse, difficile à franchir. Derrière ce portail, un personnel en charge de la sécurité. À l'entrée secondaire, l'entrée réservée aux élèves, un autre portail qui se trouve à la fin de ce mur en béton long de quelques dizaines de mètres. Mais à l'arrière, de nombreux petits creux réalisés par des hors-la-loi qui servent de sortie et entrée pour les élèves délinquants et leurs acolytes hors de l'établissement. Nous allons à Bonanjo, au cœur de la ville, le tout premier lycée de Douala, c'est le lycée Jos. Si l'on observe simplement la déventure, on se croirait dans une tour sécurisée. Mais pourtant, allons-y à l'arrière. Le mur qui sépare le lycée et l'hôpital militaire s'élève juste sur quelques rangées de parpaings que les élèves peuvent escalader à volonté et continuer leur parcours. Plus loin, nous voici dans un des lycées dont la réputation sulfureuse tire sa raison d'être de sa proximité avec le quartier Kongmondo, jadis connu sous un jour peu glorieux, c'est le lycée Mongo. À l'avant, l'entrée principale, une palissade sécurisée et un vigile qui veille toutes les minutes aux différentes entrées et sorties. Allons-y voir à l'arrière. À peine 3 mètres séparent le lycée des habitations. À l'extrême droite, toute une ruelle sur laquelle les élèves risquent leur vie au quotidien. Ici, des rangées de parpaings ont même été rajoutées pour sécuriser les élèves. Malheureusement, comme partout ailleurs, des trous sont percés sur des parpaings pour faciliter le franchissement. Au lycée d'Aqua, c'est le même son de cloche, avec en plus cette petite broussaille qui facilite les transactions lugubres. Dans tous les cas, les clôtures construites pour sécuriser les élèves ne le sont que de nom. On y fréquente à l'intérieur, mais on n'est pas à l'abri d'une agression externe. Recevons sur ce plateau Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir madame. Vous avez suivi le drame du 29 mars dernier au lycée bilingue de Daïdo. Vous venez de suivre ce reportage sur la sécurité dans les établissements. Dirigeants, parents, élèves ont leur part de responsabilité. Comment, sur le plan de la discipline, un lycée devrait fonctionner? Bon, d'abord, je vais m'incliner, n'est-ce pas, à la mémoire de l'enfant que nous avons perdu en tant qu'éducateur, mais également la peine que l'on a à l'endroit de la famille du bourreau, parce que c'est toutes les deux familles qui, en réalité, sont en peine et en difficulté en ce moment. C'est vrai qu'on peut mettre en avant les problèmes de discipline pour justifier ou pour expliquer ce qui s'est passé. Mais avant la discipline, il y a un acte qui a été posé pour lequel il faut questionner les éléments qui ont concouru à ce que cet acte arrive. Alors, en d'autres termes, c'est comment en est-on arrivé là? Je vais partir du fait en lui-même, c'est-à-dire le fait a lieu à l'intérieur d'un lycée. C'est un enfant, c'est un élève enfin, c'est quelqu'un qui utilise un couteau pour poignarder un élève à l'intérieur du couteau. On sait que, de par la discipline, il est formellement interdit des objets de cette nature à l'intérieur du campus scolaire. Donc, quelque part, le fait que ce couteau se trouve à l'intérieur voudrait tout simplement dire qu'il y a eu une défaillance sur le plan sécuritaire. Il y a quelqu'un, quelque part, qui n'a pas joué parfaitement son rôle, et ça s'est retrouvé là. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'enfant, c'est lui, le bourreau, appelons-le comme ça. On dit, et il se dit qu'il n'est pas élève du lycée et qu'il se serait introduit pendant que la barrière était ouverte. C'est normal, lorsqu'on est à la dernière journée de l'école, c'est-à-dire le jour de la remise de bulletins, c'est un peu une fête, n'est-ce pas? Les portails partout sont ouverts et donc facilement, on lâche un tout petit peu la sécurité et tout le monde peut rentrer à l'intérieur du campus scolaire. Donc, on peut comprendre aisément que celui-là se soit introduit, mais
l'on dit de celui-là qu'il est un enfant, un élève qui a été renvoyé. Ce qui pose un autre problème important. Alors, c'est l'enfant, il a été renvoyé de ce lycée et il est revenu. On comprend donc qu'en réalité, la question c'est que deviennent les enfants qui sont éjectés de notre système, du système éducatif. On comprend très facilement que lorsqu'il est ainsi éjecté, il fait en psychologie ce qu'on appelle une attribution causale. C'est-à-dire que selon lui, le maître, les enseignants, ses camarades sont responsables de son échec et de son renvoi. Donc, il est animé par une idée de vengeance. Donc, animé par cette idée, donc, il va rôder autour du campus scolaire et puis il va être une proie facile aux gangs qui se constituent tout autour du campus. Et donc, très facilement, il va être récupéré pour servir, n'est-ce pas, au racket qui est organisé, mais également pour assouvir son besoin de vengeance. Donc voilà. Vous voyez donc que lorsque tous ces éléments, dans le cadre de ce qui s'est passé au lycée bilingue de Daido, tous ces éléments ont concouru. Le dernier élément que je voudrais évoquer ici, c'est le fait que ce n'est pas à travers une risque, n'est-ce pas, entre enfants, que l'incident est arrivé. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas ramassé un objet qui était à portée de main pour l'asséner sur son camarade. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu avec le couteau. Alors, d'où sortait-il? Il sort sûrement d'une famille. Donc, il faut déjà questionner la maison. Donc, sur le plan psychologique, il y a un passage à l'acte, et le passage à l'acte est précédé par un certain nombre de dispositions psychologiques. L'école n'a-t-elle pas suffisamment formaté cet enfant pour que ce genre d'acte ne survienne pas? À la maison, n'a-t-il pas été suffisamment pris en charge, suffisamment éduqué, comme on dit? Alors, à partir de là, on peut dire, pour le cas du lycée bilingue de Daido, qu'il n'y a pas seulement une question de discipline interne au lycée qui, probablement, n'a pas fonctionné. Il y a le dispositif sécuritaire qui n'a pas fonctionné. Il y a probablement le fait que, de l'extérieur où il était, ça n'a pas fonctionné. Il y a également que, quelque part, le fait qu'il ait été renvoyé sans être canalisé a fait de lui un enfant revanchard qui était prêt à tout. D'accord, donc on parle donc de responsabilité partagée entre l'établissement et le domicile de l'enfant. Le cas du jeune Blériot n'est pas un cas isolé. Les faits parlent justement de cette fréquence-là de violence dans les milieux scolaires. Comment, selon vous, peut-on maîtriser ce phénomène qui se veut grandissant? Très bien. Pour maîtriser le phénomène, naturellement, quelque phénomène qu'il soit, pour le maîtriser, il faut d'abord rentrer à la source. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui a généré le phénomène de violence, pour savoir par la suite comment on peut le combattre. On l'a dit, on l'a décrié, on l'a chanté, les environnements de nos établissements scolaires sont violentogènes. En d'autres termes, il s'est développé un certain nombre d'activités tout autour qui font tout sauf des activités en rapport avec l'instruction ou l'éducation. Bon, au-delà de cela, donc s'il faut donc sortir de cette spirale, la première chose serait donc un assainissement total des environnements scolaires. C'est la première chose. Maintenant, il faut dire qu'au-delà de l'environnement, il y a, et même dans cet environnement, il y a ce qu'on appelle des gangs qui se constituent. Alors, si des gangs se constituent pour récupérer des enfants comme c'est le cas de celui-là, il est vrai qu'il y a une certaine tolérance muette, une cohabitation entre ces établissements et ces groupes, et même parfois une complicité passive. Donc, il faut donc aller vers combattre cette complicité et s'attaquer à ces gangs qui se forment à l'intérieur des établissements. Maintenant, sur le plan strictement de l'individu, c'est-à-dire que de la violence des enfants eux-mêmes, cette violence est parfois suscitée par le modèle d'enfant qu'ils sont au départ de chez eux et qui est suscité ou créé, encouragé ou formaté à l'image de ce que la société elle-même elle est. C'est-à-dire des images violentes que les enfants consomment à longueur de journée et qui font qu'à un moment donné, on va vers une certaine banalisation de la violence. Bon, alors,
Dès que cette violence est banalisée, les enfants, eux, ils pensent, ils intègrent l'idée qu'à tout moment, ils peuvent perpétrer un acte sans que cela ne leur soit reproché sous aucune façon. Justement, vous embrayez sur la prochaine question qui est de savoir si le mal n'est pas plus profond qu'on l'imagine, si les milieux scolaires ne sont pas tout simplement le reflet de ces failles dans notre société. Il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, il y a eu des états généraux de l'éducation au Cameroun. Et à travers ces états généraux, il a été question de dessiner ce qu'on voudrait faire comme enfant, comme individu pour la société de demain. Bon, alors, si aujourd'hui, et le problème de violence avait occupé une très très bonne place, et même, en plus de ça, il y a des journées qui sont consacrées, par exemple, la journée nationale de l'orientation, la dernière, était consacrée à la prise des drogues et aux violences diverses. Donc, si jusqu'à présent, cela continue, donc la question c'est que probablement on n'analyse pas très bien le problème, soit on l'analyse bien, on ne trouve pas les bonnes solutions. Soit alors, on l'analyse bien, on trouve de bonnes solutions, mais on n'applique pas ces résolutions. Et dans tous les cas, on a l'impression que tout ce qui est fait jusqu'à présent est inactif. Effectivement, dans une société qui ne consacre pas beaucoup de temps à l'éducation et à la lutte contre les phénomènes qui détruisent notre jeunesse, c'est très compliqué. Je peux vous dire, et vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi, que les débats politiques occupent la première place, après les débats sportifs et des autres débats. Alors, les débats sur les questions d'éducation, les jeunes, l'éducation constituant pourtant la dorsale d'une société comme la nôtre, alors, du coup, c'est de façon spontanée, comme ça, inopinée, de temps en temps, qu'un débat est ouvert sur des questions d'éducation. Donc, on ne peut pas s'étonner que le mal, chaque fois, continue de s'enraciner tant que de véritables débats sur le jeune qu'on veut former, non accro à la violence, sont mis en avant dans notre société. Merci à vous, Maurice Somo, d'avoir accepté de nous donner votre éclairage ce soir. Je vous invite à